Viviane, bonjour. Nous poursuivons nos entretiens consacrés à la verbotonale appliquée à l'orthophonie. D'autant plus que lorsqu'on t'écoute, il est très facile de faire des liens, de faire des ponts avec certains aspects de la verbotonale appliqués aux langues étrangères. Tu as beaucoup insisté durant les vidéos précédentes sur l'importance de l'audition, qui constitue effectivement une pierre angulaire de la méthode verbotonale. J'ai deux questions en une à te poser. Est-il vraiment nécessaire de dire que l'audition est fondamentale pour une personne atteinte de surdité? Ça paraît aberrant, mais à toi de me dire. Et d'autre part, est-ce que des personnes atteintes de surdité très sévère peuvent être rééducables en s'appuyant sur l'audition? Alors, cette question, elle est vraiment la pierre angulaire de la méthode verbotonale qui a tout d'emblée considéré que l'audition était le socle fondamental pour accéder à la parole. Alors, mais c'est la palissade en fait. Il faut, si on veut accéder à la parole, il faut pouvoir avoir un contrôle d'audiophonatoire, un contrôle de la boucle audiophonatoire. Si on ne s'entend pas, on ne va pas pouvoir s'exprimer correctement, ni même se corriger. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle de la boucle audiophonatoire, comme je l'avais signalé dans les vidéos précédentes, est fondamental. C'est celui qui va permettre un rétrocontrôle de l'articulation, de la voix, de la prosodie, qui va permettre aussi de se corriger, de s'adapter à l'autre et de pouvoir rentrer dans une parole et donc une langue, un langage le plus conforme possible à ce qui est attendu par les normaux entendants. D'accord? euh, Quel que soit le degré de surdité, alors là on parle de degré de surdité sévère à profonde, ce sont donc des personnes qui, s'ils ne sont pas appareillés, s'ils ne sont pas rééduqués d'un point de vue auditif, ne pourront pas accéder à la parole. Ou en tout cas dans les surdités sévères, suivant le degré bien sûr d'atteinte, de toute façon la parole sera souvent, le langage sera asyntaxique et il y aura de grosses difficultés, des confusions de sons. Enfin, il y aura des répercussions qui seront inéluctables sur l'apprentissage de l'oral et cet apprentissage d'ailleurs ne pourra pas se faire de façon correcte et ne pourra même des fois ne pas se faire du tout. D'accord? Donc, l'appareillage est indispensable pour ces deux catégories de surdité, c'est-à-dire sévère, profonde. Donc, il y a les contours individuels qui sont par la voie aérienne et les implants cochléaires qui sont par la voie nerveuse. Donc, actuellement, tout ce qui est surdité profonde, on propose effectivement l'implantation cochléaire pour permettre un accès à la parole la plus aisée possible et les surdités sévères avec des appareillages, mais une rééducation, c'est-à-dire que ce n'est pas le port d'un appareil qui va vraiment combler le manque et qui va permettre l'accès à la parole, il va bien falloir une rééducation et c'est la prise en charge est indispensable d'un point de vue de l'audition. Quand on parle des surdités un peu plus moyennes, légères, là on est dans un autre cas de figure qui n'est pas où les personnes ne sont pas forcément appareillées ou appareillables, mais qui de toute façon, quand ce sont des enfants qui ont ce genre de problème, les enfants vont souvent être amenés à avoir des séances d'orthophonie, ne serait-ce que pour redresser une perception qui va être altérée plus ou moins de façon importante. Dans les cas de surdité sévère à profonde, la rééducation est indispensable et si on n'éveille pas, si on ne réhabilite pas cette fonction auditive, la parole va être plaquée ou va être artificielle, ne sera pas appropriée par la personne et donc n'aura plus sa fonction première qui est celle d'agir sur l'autre, qui est celle d'une maîtrise de la langue qui va permettre d'avoir une autonomie verbale, une autonomie relationnelle en tous les cas et communicationnelle avec quelqu'un qui a le même fonctionnement, c'est-à-dire le fonctionnement de la parole orale. Voilà. Donc ça, cette audition, elle est absolument à rééduquer de façon indispensable pour tous les sourds qui soient surtout sévères et profonds. Quand tu parles de l'audition, tu dis assez souvent que l'audition est un phénomène polysensoriel. Qu'entends-tu par là exactement? Alors, l'audition est polysensorielle parce qu'en fait, quand on est normaux-entendant,
qu'on n'a pas de soucis de visuel ou peu importe. En tous les cas, on est dans une perception globale de la parole et on le sait bien que tout entendant que nous sommes, si on est dans une ambiance bruyante ou une ambiance où on a envie vraiment de percevoir quelqu'un en particulier, on va céder du visuel. C'est-à-dire qu'on va chercher à voir son visage, à voir voilà, mais ça, c'est de façon instinctive. C'est-à-dire qu'en fait, dès que l'audition, le sens auditif est un peu troublé pour une ou l'autre raison, c'est un autre sens qui va prendre le relais, qui va se mettre en activation pour pouvoir combler justement ou les troubles, pour essayer en tout cas d'améliorer le trouble auditif qu'on peut avoir parce qu'il y a trop de bruit. Voilà. Et puis plus on vieillit, plus cette sensation, elle est hélas prégnante. Mais disons que là, quand on parle à quelqu'un, en tout cas quand on est en visu, quand on parle à quelqu'un, on sait automatiquement, on a le visuel qui est mis en activation, on a l'auditif, on a aussi tout ce qui va être l'émotionnel, tout ce qui va être, mais qui passe par le visuel bien sûr, et on va ressentir même les tensions de la personne ou son mal-être aussi. C'est aussi visuel, mais on a aussi cette sensation Enfin, c'est global. On va dire que l'audition, elle est globale. Alors, si on parle, par exemple, d'audition dans le cadre de quelqu'un qui ne voit pas, qui est malvoyant, il est évident que là, le sens auditif va être, le sens, pardon, visuel ne va pas du tout être activé de la même façon, même peut-être même pas du tout. Et que c'est le sens auditif qui va se surdévelopper quelque part, qui va être plus en alerte. Il va y avoir aussi le tactile, c'est-à-dire qu'on va utiliser beaucoup le tactile, c'est-à-dire tout ce qui est sensation de pression, de force, en tout cas dans la rééducation, de caresse, pour donner les sensations justement de son, les paramètres des sons. Donc on va les faire passer par le tactile plutôt que par le visuel, puisque visuellement, ça ne passera pas. Donc, en fait, on a des sens qui vont se compléter au profit, justement, de l'audition et de son altération plus ou moins importante, et aussi de la condition physique de la personne. Voilà. Donc, on est dans une situation où l'audition, c'est polysensoriel. C'est visuel, on voit les mouvements des lèvres, c'est auditif, on entend, c'est proprioceptif, et c'est aussi quand tout ça est en adéquation, ça va activer le moteur. Donc, automatiquement, on est dans quelque chose qui prend tous les sens en considération. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Tu viens d'employer le terme proprioceptif à propos de l'audition. Pourquoi justement la proprioception est-elle fondamentale dans le travail phonétique tel qu'envisagé par la méthode verbotonale? Alors, la proprioception, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'approprier. Ça veut dire faire sien des éléments qui vont être des éléments moteurs, des éléments visuels, des éléments auditifs, en tout cas dans notre cadre à nous. Cette proprioception, elle ne va pouvoir avoir, c'est elle qui va permettre en tous les cas de maîtriser vraiment la langue ou les phonèmes, parce qu'en fait, ça permet, c'est le tremplin qui va permettre aux patients de s'approprier vraiment des notions pour pouvoir les réutiliser et les réinvestir dans la vie courante. C'est-à-dire que si on ne sait pas approprier certaines données, on ne pourra jamais les retransmettre de façon correcte. Donc, il faut automatiquement qu'on ait un travail très précis sur tout ce qui va être l'articulation liée à l'audition, toujours, puisque la production orale sera toujours liée à ce qu'on reçoit. Cette production orale, elle va aussi peut-être avoir des perturbations motrices, donc il va falloir gérer aussi ces perturbations motrices, cette organisation des organes phonatoires, avec un contrôle, rétrocontrôle toujours auditif, et on va, plus la personne aura en stock, aura mémorisé, se sera approprié des données, qu'elles soient auditives, visuelles, corporelles, plus il aura de facilité à le réemployer. Donc, en fait, la proprioception, elle est très liée aussi à la mémoire auditivo-verbale, à la mémoire corporelle, à la mémoire au sens large. Et
plus cette mémoire va être sollicitée, va être surtout efficace, plus elle aura effectivement de répercussions sur une bonne maîtrise du langage oral et sur une bonne utilisation de celui-ci. Si on ne s'approprie pas les choses, on reste toujours plaqué. C'est-à-dire qu'en fait, dans les exercices, par exemple, de rééducation, on pourra éventuellement les donner en miroir, pourquoi pas, mais si la personne ne se les approprie pas, n'est pas dans quelque chose de vraiment ressenti, il va rester à distance. Et là, il n'y aura pas de réemploi possible correct, il n'y aura pas de généralisation de ces données si elles n'ont pas été appropriées par la personne, si elles n'ont pas été vécues, ressenties et ressenties comme utiles aussi, et comme pour être efficientes et efficaces. Une question qu'on peut légitimement se poser, tu travailles avec des malentendants, lors du travail phonétique que tu accomplis avec le malentendant, est-ce que le sujet peut être conscient des différences entre ces productions, qui sont donc des productions erronées, et ce que vraiment tu attends de lui? Si oui, ça se passe comment? Cette conscience de l'erreur par le sujet, en fait, c'est la base de notre travail. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas qu'on se croie dans la toute-puissance en disant je donne le modèle, il va l'intégrer, c'est bon, moi j'ai la vraie réponse. Le problème, j'ai la vraie, enfin, c'est pas la vraie réponse, mais j'ai le savoir et il doit recevoir ce que je lui donne comme modèle. Et c'est comme ça, point. Non, pas du tout. En fait, par rapport au sujet qu'on a en face, on est en permanence en miroir, en situation miroir. Je lui donne un modèle, lui va me renvoyer une réponse. La réponse, ce n'est pas celle qui est attendue par rapport à ce modèle d'origine. Ce n'est pas ce que j'aimerais qu'il reçoive vraiment. Donc, ce que je dois faire, c'est d'abord comprendre comment il a perçu et pourquoi il a perçu ça. Il a perçu cette erreur parce que peut-être que l'image que je lui ai envoyée était une image par rapport à un phonème très, très tendu, un phonème direct. Moi, j'étais peut-être dans une situation physique pas tout à fait en adéquation, en tous les cas, avec ce que je voulais faire passer, c'est-à-dire avec un phonème avec une certaine tension. Et donc, le retour que j'ai eu un retour qui était effectivement amoindri et qui était une erreur, entre guillemets, euh, par rapport à mon modèle. Mais est-ce vraiment une erreur? Ce n'est pas une erreur. En fait, c'est vraiment ce qu'il a perçu. Donc, s'il a perçu ça, moi, je dois trouver les moyens de lui faire comprendre par déjà le visuel, mais aussi l'auditif, en modulant peut-être, en changeant la durée de ma production, la hauteur de ma production, je dois l'amener à se rapprocher, à comprendre la différence. Mais pour qu'il comprenne la différence, moi, je dois lui redonner son erreur. C'est-à-dire que je repars toujours du modèle, il me donne une réponse qui n'est pas adaptée, j'imite sa réponse et je lui dis, voilà, toi, vous m'avez dit ça, moi, j'attends ça, maintenant regardez, écoutez, je vous redonne ce que moi j'attends. Et donc, à partir du moment où la personne, où le cerveau peut faire la comparaison entre ce qu'il a produit et ce qui est attendu, là, il pourra effectivement faire un effort de correction. Alors que si on redonne toujours le même modèle en disant à force de répéter, ça va finir par arriver, on peut peut-être y arriver. Ce n'est pas ça le problème. On peut même sans doute y arriver, mais on va perdre énormément de temps. La personne va quand même fixer certaines erreurs au niveau cognitif, au niveau de sa mémoire auditivo-verbale. Elle va fixer des repères qui ne vont pas être corrects. Donc, il vaut mieux leur donner un repère stable dès le démarrage. Et ce repère stable, on le donne en passant d'abord par l'imitation de ce qu'ils produisent pour pouvoir comparer à ce que nous, on attend. Et en fonction de ce qu'ils produisent, moi, je dois modifier mon modèle pour me rapprocher de ce qu'ils disent et les amener progressivement à produire ce que moi j'attends, en exagérant peut-être même certains paramètres du phonème, pour justement bien l'opposer par rapport à sa perception et à sa production. Alors, c'est compliqué à expliquer d'un point de vue théorique comme ça, sans exemple humain, mais c'est vraiment, en tout cas, la base de notre travail, c'est ça. C'est ne pas croire que en donnant un modèle toujours le même, on a raison et c'est nous qui connaissons les organes phonatoires, la facture, voilà. Oui, certes, mais la personne d'en face, elle n'a pas forcément cette connaissance.
elle n'a pas forcément le même ressenti, elle n'est pas forcément dans la même tonicité, on va dire, physique. Et là, on aura automatiquement des perceptions qui vont être modifiées parce que tout n'est pas, globalement, tout n'est pas en adéquation. Voilà, d'un point de vue de l'équilibre, l'harmonie corporelle, l'harmonie auditive, visuelle, tout ça n'est pas en adéquation. Et il faut trouver ce qui n'est pas en adéquation pour redonner le modèle et pouvoir l'amener à corriger son erreur, à se l'approprier. Donc là, on va rentrer dans la répétition, effectivement. La répétition, dès que le bon modèle est reproduit, là, on va avoir un travail de répétition où on va enlever, par exemple, le labial, on va enlever le visuel pour être uniquement dans l'auditif et de façon à ce que la personne s'approprie des repères, puisse avoir des repères plus fiables et puisse après accéder à d'autres phonèmes en comparaison, etc. Quand on pratique la correction phonétique avec un apprenant à l'étranger, donc l'apprenant commet une erreur, le praticien diagnostique l'erreur, propose immédiatement un procédé correctif, l'apprenant réagit mais reste un peu dans l'erreur et effectivement le prof, comment dire, part toujours de la nouvelle erreur de l'apprenant pour proposer à nouveau une autre pratique remédiatrice, et ce jusqu'à obtenir un son convenable. Je ne dis pas un son parfait, je dis un son convenable. Par contre, normalement, on ne passe jamais par une phase d'explication. C'est tout simplement une sorte d'échange, j'appelle toujours ça un match de ping-pong auditivo-verbal, entre l'apprenant et le prof qui guide l'apprenant en fonction de l'erreur ou de la variante d'erreur qu'il a commise. Alors que, si j'ai bien compris ta démarche, en orthophonie, il s'agit au départ d'imiter carrément l'erreur produite par le malentendant et de s'appuyer sur cette imitation pour avancer. Eh bien, pour l'enseignement des langues étrangères, pour avoir été dans cette situation-là, en tous les cas, de corriger certaines personnes qui me le demandaient, qui étaient entendants et qui étaient, c'est le même principe. Si on ne renvoie pas l'erreur, la personne reste sur ses acquis et sur ses croyances, puisqu'il fait référence à sa langue maternelle. Il fait référence au son de sa langue maternelle. Donc, si les sons, donc le cerveau lui renvoie l'image la plus proche. Alors, soit c'est une image visuelle, par exemple, ou pour les Anglais, on dit U, ils disent OU, mais parce que auditivement, d'abord, dans leur paysage phonétique à eux, dans leur langue maternelle, ils n'ont pas le U, mais en même temps, on leur envoie l'image visuelle du OU. Donc, le cerveau se dit, moi, à chaque fois que je vois l'élève dans cette position, pour moi, c'est OU, c'est pas U. D'accord? Donc là, il va falloir qu'on dise, d'accord, vous me dites ça. Moi, j'ai fait l'expérience plusieurs fois avec des anglophones, c'était très drôle, parce qu'en fait, ils arrivaient à se corriger avec le corps, notamment, en leur disant, d'accord, vous m'avez dit OU, maintenant, regardez bien, U. Et au moment où on fait U comme ça, ils disent un U magnifique. Et bien sûr, je pense à une maman qui dit, oh, je n'y croyais plus. Bon, effectivement, après, il va falloir mémoriser ce U. Mais disons qu'en lui montrant, parce que à force de refaire et d'imiter, en fait, elle restait dans son OU. Je lui ai dit, OK, vous me dites ça, moi, je veux ça. Donc, au niveau des mouvements, déjà, c'était extrêmement opposé. Il y avait la longueur, il y avait la durée plutôt vers les graves, et le U plutôt en diagonale, la direction des lèvres, avec quelque chose de tendu, de bref. On était dans des oppositions extrêmement larges. Et là, le cerveau peut dire, ah bah oui, ça, je ne connais pas. Ah, voilà, ça. Donc la surprise fait que généralement, il prononce bien. Par contre, après, c'est tout le travail est de s'approprier justement ces nouvelles données et de les inclure dans son paysage phonétique cognitif là pour pouvoir les ajouter. Voilà, donc là, donc il y a plusieurs sons qui peuvent être aussi comme ça. Moi, je suis convaincue que si on ne montre pas à la personne ce qu'elle produit par rapport à ce qu'on attend, si on ne lui propose pas la différence, il ne peut pas la faire. Il reste vraiment axé sur ses propres connaissances. Moi, je le vois. Mon mari a des connaissances du breton. Quand il me fait répéter du breton, mais c'est à mourir de rire, parce qu'en fait, c'est vraiment une langue assez étonnante.
et avec des sons qui ne sont pas du tout ceux du français, et une intonation qui n'est pas celle du français. Enfin, c'est très curieux. Et donc, souvent, où je suis obligée de le regarder, de lui dire, attends, recommence, et de voir quels sont ces muscles qui se mettent en activité, ou je ferme les yeux, je dis, attends, recommence, vas-y, essayer de me mettre uniquement, c'est-à-dire que là, j'enlève des sens, alors qu'on dit que c'est polysensoriel, mais je maxe sur une seule donnée pour essayer justement de retrouver. Et des fois, il me dit, ah ben là, oui, c'est mieux. Voilà. Mais sinon, moi, je reste bloquée sur ce que je connais. Quand tout à l'heure, tu as montré pour l'anglophone la différence entre OU et U, où tu as fait un geste comme celui-ci, Vraiment en diagonale, hein. en C'est pas, diagonale, pas en haut, d'accord. c'est en diagonale. D'accord. Ça veut dire que tu as surtout joué sur l'attention d'un point de vue visuel. La durée, Oui, le OU est plus long que U, oui, donc la durée, donc la brièveté, la d'accord. tension, brève, et la direction. D'accord. Et là, par contre, tu n'as pas joué sur un axe que nous, dans notre jargon, on appelle l'axe clair-sombre. Bah, pas trop. Pas trop. Non. Voilà. C'est-à-dire, Alors que, aigu grave, tu l'as par la direction, en fait. C'est c'est-à-dire, ça? vas-y. Eh ben, c'est-à-dire que comme tu es, enfin, l'attention, tu as tendance à aller vers le haut. Et ça se voit très bien. Moi, quand je fais des stages de verbotonal, au démarrage, les stagiaires, je les mets en situation, je commence mon stage comme ça. Pas de papier, ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire. Je les mets en situation d'enfant. Et je leur dis maintenant, je vais vous proposer des sons avec des instruments différents. Vous évoluez au niveau corporel, vous faites ce que vous ressentez. Donc, bien sûr, au démarrage, c'est un peu timide, mais qu'est-ce qu'on constate systématiquement? Et j'ai eu des centaines et des centaines et des centaines de stagiaires. Dès que je prends le triangle, qui est très aigu, voilà, tous, alors je n'ai rien dit, montent sur la pointe des pieds. Hmm. C'est-à-dire que l'aigu, la légèreté fait qu'on va vers le haut. Dès que je prends un tambour grave, sombre, un tambourin, qui va être, que je fais des sons sourds, ils se mettent tous à plier les genoux et aller vers le sol. D'accord? Ça, c'est instinctif, quelque Hmm. part. Alors, en plus, après, tu as le rythme. Mais disons que, suivant la perception auditive qu'ils ont des sons, ils adaptent leur corps. Comme les enfants qu'on a en rééducation, je ne leur explique pas, je n'explique jamais ce que je fais. C'est Hmm. vraiment du ressenti auditif. Donc là, les stagiaires, les collègues sont entendantes, hein, et donc elles vont réagir de façon aux perceptions sonores. Alors, quand c'est aigu, plus elles vont vers le haut, plus c'est grave, plus elles vont vers le bas. Et c'est exactement ce qu'on utilise en verbotonal. Oui, oui. C'est-à-dire qu'en corporel, en tous les cas, on ne va pas parler d'aigu grave, de sombre, clair, etc. On va, si on veut, mettons, avec des enfants en musical notamment, montrer l'aigu, on fait tout sur ça. Oh, par exemple. Donc ça peut être effectivement utilisé. Mais par rapport au vraiment phonétique, on ne l'utilise pas de cette façon-là. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Entendu, c'est oui, bien ta tout à fait, tout question? à fait. Voilà. Et là, nous, on est vraiment dans on va plutôt travailler sur la direction, sur la durée et sur la hauteur, mais dans la direction, la hauteur, en fait, la hauteur topologique, je vais dire le haut, le bas, le diagonal, l'ouvert, etc. On est plus là-dedans et c'est ces sensations-là qui vont donner cette impression. Après, où on va travailler, quand on travaille d'un point de vue global, l'intonation, là, ça va être tu viens, d'accord. Et là, effectivement, tu viens? Non, non. Voilà, c'est-à-dire que là, je montre effectivement des hauteurs vocales, mais sans que ce soit euh, expliqué, ni. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si c'est précis ce que je donne là comme exemple. Non, non, tout à fait. En t'écoutant, c'est là où je me rends compte qu'il y a une différence entre le travail de l'enseignant dans sa classe et le travail du thérapeute dans son cabinet. Mais Hum, encore une fois, nous nous adressons à deux publics fondamentalement différents. Toi, ce bien sont les sûr. entendants, moi, Hum, ce sont les apprenants étrangers. hum, Et les techniques sont pour ce travail précis que tu décris, hum, les techniques sont différentes, mais quelque part, c'est apparenté. C'est-à-dire bien que sûr.
Je dirais, voilà, si je veux jouer, par exemple, sur la tension, sachant que les sons prononcés à l'arrière de la bouche sont, toutes choses égales par ailleurs, moins tendus que les sons prononcés plus en avant dans la bouche, je dirais, quand j'ai vu ton geste, c'est pour ça que je me suis dit, le ou par rapport au u, tu proposes un geste davantage tendu parce que u est intrinsèquement plus tendu que ou. Enfin, moi, c'est comme Oui, ça que j'ai réagi quand je t'ai bien sûr, écouté. bien sûr. D'accord? Mais Si tu regardes, si tu es dans l'hyperarticulation, donc je hmm, ne sais pas, ça va sans doute pas se voir là, mais si je me mets de profil, que je ne prononce pas de son hein, entre ou et u, je ne sais pas si tu me vois bien, si, mais si. si je dis, par exemple, je vais faire, Oui, d'accord? Donc le oui, premier son, c'était quoi? oui, C'était ou, oui. u. Et la tension de la lèvre supérieure, elle est bien orientée comme ça. Alors, bien sûr, c'est de l'hyperarticulation, on ne parle pas comme ça. Mais dire un U comme ça, c'est difficile. Hein. Si je reste en OU, U, je peux le dire, sauf que je force terriblement derrière. U, ça me fait même un U qui n'est pas net. D'accord? Et il est bien évident que musculairement, on ne fait pas agir la même chose. Entre OU, U, mais dans la coarticulation, bien sûr, ça passe très inaperçu. C'est évident. Mais on a quand même cette tension qui est juste ici pour le U, alors que le OU, on va avoir tendance à être plutôt, même si on est vers l'avant, OU, U, le U, voilà, ou U. C'est vraiment cette partie-là extrême qui rend, enfin, pour moi, qui rentre en activité. Et si les personnes le remarquent, très vite, ça fonctionne. Donc ça, c'est un test que je fais aussi quand j'enseigne. Je leur dis, maintenant, je ne vous dis pas ce que je dis, dites-moi, d'après vous, d'après la tension musculaire que vous voyez sur mes lèvres, qu'est-ce qui se passe? Donc je me mets un peu en ombre chinoise et en fait, elles me disent. Enfin, ce qui veut dire que c'est, on se rejoint, quoi, quelque part. Ah, complètement, complètement. Là, c'est chacun, en quelque sorte, tire ses cartouches. Et ça montre bien, encore une fois, le côté très pragmatique de la méthode, où on utilise effectivement tout ce qui marche. Bien Toi sûr. avec ton public et moi avec le mien. Mais Mm. effectivement, on retrouve les principes fondamentaux de la méthode. Quand on s'adresse en tant qu'orthophoniste aux enfants qui n'ont pas de langage, qui sont donc des enfants apprenants, eux, ils n'ont pas de référence, donc on leur crée. Donc c'est presque plus facile que d'aller corriger ou d'aller apprendre une seconde langue à des adultes. Parce qu'en fait, on n'est plus du tout dans le même niveau. Les adultes, ils ont déjà leurs acquis, ils ont déjà une langue de référence, donc on a déjà une base qui n'est pas du tout la même que pour des enfants qui n'ont rien et à qui on va tout apprendre. Et d'un point de vue professionnel, moi, je préfère avoir honnêtement un terrain vierge où je vais tout construire plutôt qu'un terrain à déblayer et à essayer de remettre d'aplomb parce que, en tout cas, en plus avec les âges, ce sera plus facile dans un domaine que dans l'autre. Mais avec les capacités des humains qui sont, enfin, on a des résultats qui peuvent être tout à fait comparables et similaires, même avec quelqu'un qui a déjà une langue de référence et qui n'est pas du tout celle du français, par exemple, qui vont accéder de façon assez étonnante même à notre prosodie ou à notre articulation. Mais on n'est quand même pas tout à fait pareil. La correction, là, elle n'est pas tout à fait identique. Si on prend les enfants, la correction, elle se fait par rapport à ce qu'on vient de donner, nous, comme modèle, et de la façon dont ils l'ont reçu, alors qu'ils n'avaient pas de point de comparaison avant. Ou peut-être qu'ils ont certains phonèmes et que le cerveau, il essaye de se rapprocher du peu qu'ils ont déjà en référence. Et d'un autre côté, on est sur des comparaisons qui vont être inconscientes même et qui vont être systématiques avec la langue de référence. Donc voilà, donc on est vraiment dans... Mais tout se rejoint, quoi. C'est-à-dire qu'il faut donner, dans les deux publics, il faut donner le maximum de perception polysensorielle et de perception même impalpable quelque part pour pouvoir accéder à ce qu'on attend, nous, en tant que soit orthophoniste, soit enseignant. Mais on est sur le même terrain. Enfin, pour moi, on est sur le même terrain. C'est une formidable conclusion, Viviane. Je te remercie infiniment. De